Quand vous cherchez un écran, vous tombez souvent sur pas mal de technologies, que ce soit une télé par exemple, où vous allez être confronté au QLED et à l'OLED, ou peut-être tout simplement quand vous êtes en train de chercher votre prochain smartphone et vous hésitez entre avoir une dalle OLED ou tout simplement un vieil écran LCD. Mais finalement, qu'est-ce qui change vraiment dans toutes ces technologies? C'est ce qu'on va essayer de découvrir dans cette petite série de vulgarisation. On va s'attarder un peu plus autour des écrans. Ça commence à faire presque plusieurs dizaines d'années qu'on a affaire à des écrans LCD sur le marché. Ça commence à être particulièrement démocratisé et ça peut même se référencer quasiment qu'à des écrans bas de gamme ou milieu de gamme à l'heure actuelle. Déjà, qu'est-ce que c'est un écran avec des cristaux liquides? Comment ça fonctionne réellement? Et pourquoi aujourd'hui finalement on les rencontre toujours sous d'autres appellations? Est-ce que finalement il n'y a pas aussi certains fabricants qui gardent toujours ces écrans LCD et qui ont simplement changé le nom pour faire plaisir aux consommateurs et faire croire que ça a changé de gamme? Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour le découvrir parce qu'il y a des trucs assez drôles, hein. Déjà, pour comprendre pleinement comment fonctionnent justement ces écrans LCD, va falloir s'attarder un petit peu à comment fonctionne la lumière. Et oui, je parle bien des petits photons là qui circulent, qu'on voit même pas et qui pourtant vont beaucoup plus vite que vous. Et oui, parce qu'ils se déplacent quand même à 300 000 km par seconde. Ouais, j'ai bien dit par seconde. Pour les gens qui connaissaient pas ce chiffre... Ça fuse, hein, ça commence à aller vite quoi. Déjà, ce qu'il faut savoir principalement sur la lumière, c'est que c'est une onde sinusoïdale qui se déplace de deux manières différentes. On va retrouver ici une composante verticale, et puis on va retrouver également une composante horizontale avec justement, comme vous l'aurez deviné, une onde qui se déplace de manière horizontale. Déjà, vous allez vous dire, bon c'est bien la lumière, on sait maintenant comment ça se déplace, mais qu'est-ce que ça nous apporte de savoir ça? Et c'est plutôt important parce que par exemple, quand vous faites vos lunettes, et que vous demandez une polarisation des verres. Alors peut-être que vous savez ce que c'est la polarisation des verres et peut-être que vous ne savez pas ce que c'est et auquel cas, du coup, vous achetez les options de votre opticien juste parce qu'il vous dit, franchement c'est incroyable, c'est super utile, vous pouvez voir à travers l'eau et vous êtes là... Oh, c'est incroyable, il me faut ces verres pour mieux voir tout. Des verres polarisés, en fait, ils vont laisser passer qu'une des deux composantes. Admettons par exemple que j'ai un verre polarisé qui empêche la composante horizontale de passer, je vais avoir que la composante verticale de la lumière qui va passer à travers ce verre. Et puis si jamais je polarise mon verre dans les deux sens, en fait il arrête complètement la lumière et du coup aucune lumière ne traverse. Et si on revient un petit peu à notre écran LCD, finalement qu'est-ce que ça veut dire déjà LCD? Faut savoir que justement c'est un acronyme qui désigne un liquide crystal display, soit affichage à cristaux liquides. Et là où ces fameux cristaux sont particulièrement intéressants, c'est que justement en leur induisant un petit champ électrique, on va pouvoir leur faire changer de sens et les polariser. Bon, le terme polarisé, pour ceux à qui ça ne parle pas vraiment, c'est le fait de donner un sens à quelque chose. Par exemple, le pôle nord et le pôle sud, ils sont polarisés parce que le nord il est en haut et le sud il est en bas. Voilà, en magnétisme, on parle justement souvent de ce genre de pôle. Et ici, encore une fois, ça échappe pas à la règle puisqu'on polarise nos cristaux pour leur donner un sens. Et finalement, à quoi ça sert de polariser justement ces fameux cristaux? Pour comprendre un petit peu mieux justement comment est composé notre fameux écran LCD, je vous ai fait une modélisation 3D entière ici du système pour que vous compreniez tout ça. Dans le schéma actuel, on représente ici un écran monochrome. Je vous expliquerai ce qui change après avec les écrans justement RGB, donc les écrans qu'on utilise tous au quotidien. Ici on va voir du coup notre source d'éclairage qui est représentée comme vous pouvez le voir par la LED, vous pouvez certainement arriver à le lire, je pense que c'est assez gros. Et du coup de cette fameuse LED on sort ici avec deux composantes qui représentent la lumière, parce que comme je vous ai dit, dans la lumière on a la composante verticale qu'on retrouve ici en rouge, et on a également la composante horizontale qu'on retrouve ici en jaune. Et tout ça, ça va passer ici à travers un premier polariseur. Donc ici, comme vous pouvez voir, on retrouve un polariseur vertical qui va avoir comme but de supprimer tout ce qui ne fait pas partie justement de la composante verticale. Donc toute la composante jaune ici qu'on voit qui est horizontale, le petit polariseur ici va avoir comme mission justement de supprimer cette composante ici. Et justement, cette étape déjà elle est importante. Pourquoi je vous dis qu'elle est importante? Parce que déjà juste à cette étape là, on a perdu 50% de la puissance lumineuse de base. Faut dire qu'ici quand on est sur la LED, on va avoir une intensité lumineuse qui est de 100%. Bien entendu, ce 100%, il va être réparti ici sur les deux composantes qui vont constituer la lumière. Et le problème ici, c'est qu'avec ce polariseur, qui est obligatoire justement pour la technologie LCD, en fait on perd déjà 50% de l'intensité lumineuse de départ.
Et justement, avec l'OLED par exemple, ça va être plutôt intéressant parce que comme chaque pixel produit sa lumière, au final, on économise déjà les 50% d'énergie perdue qu'on a juste dans cette étape-là. Maintenant, si on passe de l'autre côté justement de notre polariseur ici, on va se retrouver ici avec du coup la seule composante qui reste, la composante verticale. Ce qui est super important de comprendre dans ce schéma, c'est que si on avait uniquement ces deux polariseurs-là sans les trois couches du milieu, et ben en fait on n'aurait aucune lumière en sortie. Tout simplement parce que les deux polariseurs juste ici, ils annuleraient complètement les deux composantes de notre lumière qu'on a vu à la base. Et justement le côté magique de tout ça, ça réside dans nos fameux cristaux liquides. Et ces cristaux ils sont intéressants parce que quand je vais induire un courant dans mes électrodes ici, ça va justement leur faire changer de forme. Là sur mon animation, je l'ai représenté en faisant bleuir les électrodes. Il faut savoir que justement les électrodes qui sont les deux plaques que vous voyez en bleu vif actuellement, c'est du verre qui est dopé, donc comme ça la lumière traverse. Mais en fait le fait qu'il soit dopé, il va être conducteur et ça va permettre justement d'induire un courant dans nos fameux cristaux liquides. En gros ça va permettre justement de déformer la composante verticale qui est la seule qui reste. Parce que là on l'a filtré avec notre polariseur, donc il reste uniquement la composante verticale. Et là en position initiale, donc quand il n'y a absolument aucune tension, aucun courant qui circule justement entre nos deux électrodes, la mission de ces cristaux liquides c'est de faire en sorte que notre composante verticale de la lumière, elle se transforme en composante horizontale de la lumière. Et du coup ça va tout simplement lui permettre de traverser complètement le polariseur qui est juste derrière, et là on va récupérer une intensité lumineuse maximale pour notre écran. Bon, bien entendu, comme vous l'aurez compris, on a déjà perdu 50% par rapport à la puissance qu'on avait là-bas avec la LED. Mais techniquement, ce sera la puissance maximum que vous pourrez avoir avec votre écran. Et là, par contre, si je lance un petit peu mon animation et que je vais un peu plus loin, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir que justement, quand je vais induire un courant ici dans mes cristaux, ils ont totalement tourné et du coup, ma composante verticale est redevenue verticale. En fait, j'ai entièrement stoppé ou quasiment entièrement stoppé la lumière. Du coup, là, j'ai représenté ici le très peu de lumière qu'on est capable de recevoir. Tout simplement parce qu'on n'a jamais de noir intense avec un écran LCD. Donc, on a toujours un minimum de résidus de lumière qui reste. Parce que tout simplement, c'est l'une des caractéristiques de cet écran. Et là, ce que vous pouvez finalement observer qui est assez intéressant, c'est que quand je vais faire varier la tension dans mes électrodes, sachant que quand elle est bleu vif, ça veut dire qu'il y a le maximum de tension et que quand elle est éteinte, c'est quand elle est grise. Donc là, il n'y a plus de tension. Donc de manière totalement dynamique, je peux contrôler ici la luminosité qui va sortir de mon écran et seulement en contrôlant le courant qui va rentrer dans mes électrodes. Et ça va me permettre justement d'avoir un contrôle absolument total sur la luminosité qui va sortir, qui est représentée ici avec cette petite courbe verte. Donc voilà, je vous mettrai quelques plans vidéo quand même pour que vous puissiez un peu mieux regarder tout ça. Mais normalement, ça devrait plutôt bien vous expliquer justement comment fonctionnent les écrans LCD. Et je pense que ça pourra déjà vous donner une bonne petite idée de la technologie qui se cache derrière tout ça. Donc ça permet techniquement de jouer sur l'intensité lumineuse de manière très dynamique. Et comme je vous ai dit, derrière ces cristaux, on va retrouver des LED. Mais ces LED, elles sont blanches. Alors comment finalement on va faire pour avoir de la couleur avec ces LED blanches? Ça peut paraître super compliqué au final de passer de la lumière blanche à des couleurs. En fait, c'est là que les filtres de couleurs, ils interviennent. Aujourd'hui, tous les écrans, justement, ils vont utiliser une seule source lumineuse qui est du blanc. Et justement, dans nos couches ici, on va intégrer des couches supplémentaires avec des filtres qui vont permettre justement de filtrer les composantes rouges, vertes et bleues de notre source de lumière. Parce que comme vous devez le savoir, la lumière blanche, elle a le spectre de toutes les couleurs à l'intérieur. Et on peut justement filtrer ce blanc pour obtenir les différentes couleurs qui la composent. Au final, ça va nous permettre justement de contrôler les dégradés, juste en contrôlant justement l'intensité lumineuse qu'on fait passer à travers chaque filtre. Ça va nous permettre de contrôler totalement le dégradé qu'on veut en sortie. Enfin, quand je dis le dégradé, c'est la nuance de couleur qu'on va vouloir en sortie. Et ce qui va faire vraiment la précision des couleurs d'un écran LCD, c'est déjà la qualité des filtres qu'on va utiliser par exemple. Parce que si c'est des très mauvais filtres, vous vous doutez bien que la couleur qu'ils vont filtrer va pas être très précise. Et surtout la précision de la tension qu'on va injecter dans nos électrodes pour avoir vraiment les réglages les plus fins possibles sur les variations de couleurs. C'est ça aussi qui va faire justement qu'un écran est plus ou moins précis et qui va vous permettre justement de savoir si un écran il a une bonne dalle ou pas. Justement à propos de ces deux électrodes ici, il y a des choses assez importantes à savoir. Déjà quand on va appliquer un courant sur cette électrode, il y a une certaine tension à atteindre pour que les deux électrodes elles puissent justement établir un courant électrique. Si j'ai pas assez de tension, tout simplement mes deux électrodes elles vont pas être conductrices et ça va avoir aucun effet ici sur mes cristaux liquides. Donc forcément vous vous doutez bien que j'aurai aucun contrôle tout simplement sur la couleur que je vais avoir derrière. Quand je vais atteindre ce qu'on appelle la tension de seuil, la tension de seuil en fait c'est la tension à partir de laquelle je commence à avoir une incidence sur le composant que je vise. Donc là par exemple ici ça va être nos cristaux liquides. À partir du moment où je vais atteindre justement la tension de seuil, je vais voir qu'ils vont commencer à bouger.
et ça va me permettre justement d'avoir un contrôle ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que justement cette tension de seuil, eh ben, elle va varier en fonction de la distance qu'on va voir entre nos cristaux liquides ici et justement l'électrode en elle-même. Ça veut dire que plus vous l'éloignez, plus il va falloir de la tension pour avoir un contrôle ici sur nos électrodes, et plus vous la rapprochez, et moins il faudra de tension. Donc techniquement, moins vous perdrez d'énergie à rapprocher justement cette électrode des cristaux liquides. Mais sur les écrans justement qui sont vraiment énormes, comme des télés très grandes ou tout simplement les grands écrans de PC qu'on a l'habitude de rencontrer à l'heure actuelle, et ben en fait on va avoir une déformation sur nos électrodes qui va faire que techniquement la tension n'est pas la même partout. Donc ça va vraiment réduire de manière assez significative la précision des couleurs qui va découler de cet écran. Vous vous doutez bien que si la tension de seuil c'est pas la même d'un côté à l'autre de l'écran, forcément la luminosité qui va être générée ici, ça va pas du tout être la même d'un côté à l'autre. Et ça va avoir comme incidence que la précision des couleurs ne va pas du tout être la même d'un côté à l'autre de l'écran, ce qui est totalement bête. Et là, il y a des gens plutôt intelligents qui se sont dit qu'on allait intégrer des petites billes. Alors là, je l'ai fait vraiment énorme pour que vous puissiez bien la voir. Mais en fait, on va intégrer des billes qui sont bien plus petites. Faut bien vous dire que ça va avoir une échelle qui est absolument microscopique, mais qui vont permettre justement de faire en sorte que l'espace entre les électrodes et les cristaux liquides, ils soient égaux absolument partout sur la surface de l'écran, et pour ainsi avoir une précision quasiment parfaite sur les couleurs, et ça c'est plutôt pas mal. Maintenant vous savez comment fonctionnent ces écrans, est-ce que finalement aujourd'hui c'est encore utilisé? Est-ce que c'est toujours commercialisé sous le nom LCD? Bah contre toute attente, il y a quand même pas mal de fabricants qui changent le nom justement de ces écrans LCD par d'autres choses, comme par exemple nos grands experts du marketing de chez Apple qui vont pouvoir remplacer justement le terme écran LCD par les Liquid Retina. Moi je connais quelqu'un qui était par exemple trop content d'avoir acheté le nouvel iPad parce qu'il avait les nouveaux écrans Liquid Retina qui étaient juste incroyables, tout ça pour se retrouver avec un écran LCD. Donc finalement faites un petit peu des recherches parce que c'est pas parce qu'on donne des noms stylés à tout et n'importe quoi que c'est forcément mieux qu'avant. Après on a toujours des bons écrans LCD, mais est-ce qu'on n'est pas quand même loin derrière de l'OLED et du QLED? Bah là je vous propose d'attendre la suite de cette petite série de vidéos pour découvrir finalement quelle technologie est la meilleure et laquelle vous conviendra le mieux. Mais personnellement moi ce serait plutôt pour du QLED que je me dirigerais. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce RGB, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens.